J'ai grandi au Mexique. J'ai 3 sœurs et un frère. On est une famille très soudée. Je suis arrivée aux États-Unis en 2005, quand j'avais 15 ans. Quand on s'est installé ici, je ne savais pas parler anglais. C'était intimidant. J'ai commencé le lycée en 2006. Au départ, j'ai rencontré José Junior. Il était dans ma classe. Il savait que je ne parlais pas anglais, alors il m'aidait beaucoup. Juan Carlos et José Junior étaient des amis proches. Ils passaient beaucoup de temps ensemble. C'est comme ça que j'ai rencontré Juan Carlos. Au lycée, on se voyait beaucoup. À la pause déjeuner, ou alors on allait au parc, on discutait. Ma première impression de Juan Carlos, c'était qu'il était très sympa. Avec lui, je m'amusais toujours. Il me faisait beaucoup rire. José Junior était un ami de mon frère. Il venait souvent à la maison. On était proches. Je le voyais presque comme un frère. Lui, mon frère et moi, on était toujours fourrés ensemble. Je m'appelle Carla Benitez. J'habite à Las Vegas, au Nevada. Juan Carlos et moi, on était jumeaux. Mais je lui disais toujours que c'était moi l'aîné, parce que j'étais née 3 minutes plus tôt. On était très proches. Juan Carlos était le plus dynamique, le plus drôle de nous deux. Il voulait toujours protéger ses frères et sœurs, sa mère, et il était très sensible. Il était très gentil. Il me disait que je lui plaisais. Il m'offrait des fleurs. On s'amusait bien, mais il n'y avait rien de sérieux à ce moment-là. On avait 16 ans, c'était une amourette de lycée. Si Juan Carlos semble conquis par Carla, il n'en va pas de même pour sa sœur. La première fois que mon frère a amené Paula à la maison pour la présenter à moi et à ma mère, je me souviens que j'ai essayé d'avoir une relation plus ou moins amicale avec elle, puisque c'était la copine de mon frère. Mais Paula ne me regardait même pas dans les yeux, et elle n'a pas essayé de discuter avec moi. J'étais mal à l'aise avec elle. Et je me souviens que Juan Carlos a dit « Ne t'en fais pas, si tu t'inquiètes, c'est juste parce que tu es ma sœur. » J'ai répondu « Non, c'est pas ça. » À chaque fois qu'on se voyait et qu'on était dans la même pièce, je sentais quelque chose chez elle qui ne me plaisait pas. Je ne sais pas pourquoi, dès le début, Carla ne m'aimait pas. Je n'ai pas de réponse à cette question. C'est peut-être parce que je sortais avec son frère. J'en ai parlé avec Juan Carlos. Je lui ai demandé pourquoi sa sœur ne m'aimait pas. Pourquoi elle provoquait toujours des disputes. Il m'a dit qu'il allait en parler avec elle. J'ai dit à mon frère que je n'aimais pas la façon dont Paula se comportait quand il était avec ses copains. Elle essayait d'attirer l'attention des hommes, alors qu'elle sortait avec mon frère. Quelques mois après le début de sa relation avec Juan Carlos, Paula fait la connaissance de l'oncle de José Junior, Richard, âgé de 28 ans. Un jour, José Junior m'a appelé pour me proposer d'aller dîner. Il n'avait pas de voiture à ce moment-là. Alors, il a demandé s'il pouvait venir me chercher avec son oncle. Et j'ai dit « Oui, pas de problème ». On a été dans un restaurant de fruits de mer. Ma première impression de Richard était bonne. Je l'ai trouvé très poli. Il était très séduisant et bien habillé. Il m'a dit qu'il était agent immobilier.
Après cette rencontre avec Richard, Carla remarque un changement dans le comportement de Paula vis-à-vis de son frère. Son attitude a changé. Elle a commencé à s'intéresser à l'argent. Elle demandait à mon frère combien il gagnait, ce qu'il voulait faire dans la vie. Je me suis dit qu'elle avait trouvé quelqu'un d'autre. Elle est devenue plus froide que d'habitude. La relation ne l'intéressait plus. Paula et Juan Carlos sortent ensemble depuis 6 mois, mais la rupture menace. Carla causait toujours des problèmes entre Juan Carlos et moi. Elle se mêlait de tout. Et Juan Carlos était très immature. Je ne voulais pas continuer comme ça. Juan Carlos essayait de s'excuser et de me reconquérir avec des fleurs ou une lettre. Il a dit que Carla ne causerait plus de problèmes. Mais ce n'était pas vrai. À chaque fois, ça recommençait. Quand j'ai rompu avec Juan Carlos, j'étais un peu désolée pour lui, parce qu'il était triste. Mais d'un autre côté, c'était un soulagement. Je ne voulais plus de problèmes. Cependant, Carla, la sœur jumelle de Juan Carlos, la rupture. Un jour, mon frère est rentré à la maison et il était furieux. Je lui ai demandé ce qu'il s'était passé et il a dit que Paula et Richard se fréquentaient dans son dos. Quand il a demandé des explications à Paula, elle a refusé de répondre. Elle a juste dit qu'elle ne voulait pas lui parler. Ça lui a brisé le cœur encore plus. C'est un mensonge à 100%. Ça ne m'étonne pas qu'elle ait dit ça. Mais ce n'est pas vrai. J'ai rompu avec Juan Carlos bien avant de sortir avec Richard. Richard et Paula ne se rendent pas compte à quel point Juan Carlos est furieux. Juan Carlos était en colère à cause de ce qu'il s'était passé avec Richard et Paula. Il pensait que Richard était en partie responsable et sa colère ne faisait qu'augmenter. Un soir, Richard et Paula font une sortie en amoureux. Mais le lendemain matin, Paula reçoit un appel inquiétant de la part de Richard. Il m'a appelé et il a dit « Devine ce qu'il s'est passé ». J'ai dit « Quoi? Qu'est-ce qu'il s'est passé ?» On m'a crevé les pneus. Paula raconte l'incident à José Junior, le neveu de Richard, lequel sait parfaitement qui est le responsable. Un ami de José nous a dit que Juan Carlos avait été à une fête chez quelqu'un. Quand Juan Carlos est arrivé, il a dit en riant qu'il venait de crever les pneus de Richard. Donc on savait que c'était lui. Il n'avait aucune raison de faire ça. Richard n'avait rien fait à Juan Carlos. Il ne voulait pas avoir de problème avec lui. Juan Carlos était en colère parce qu'il était jaloux. Je pense que dans cette situation, personne ne serait ravi. Pour Richard, il y avait une limite à ne pas dépasser. Des actes de vandalisme ont été commis par les deux parties. La situation ne se calmait pas. Quand ils se croisaient, ils essayaient d'en venir aux mains. Les deux hommes refusaient de passer l'éponge. La seule explication possible, c'est que c'était une question d'ego, de vantardise et de comportement macho. Il semble que Richard aimait attirer l'attention. D'après certains, il sortait souvent avec un pistolet à la ceinture, ce qui contribuait à faire monter la tension. J'avais toujours peur que Richard s'en prenne à mon frère, parce que j'avais entendu des rumeurs. On disait qu'il pouvait être violent. Je ne pensais pas que les choses allaient se terminer comme ça. La tension est montée rapidement, à partir du moment où Richard et Paula ont commencé à sortir ensemble. Richard connaissait notre adresse.
Il y a eu plusieurs incidents qui visaient mon frère. Par exemple, un matin, il est sorti de chez nous pour aller au travail. Et il a vu que les vitres de sa voiture étaient brisées. Ou alors, il trouvait des messages. J'avais peur qu'un jour ils explosent tous les deux et qu'il se passe quelque chose de plus grave. J'ai été informé de la situation entre Richard et Juan Carlos. Un jour, Juan Carlos était en voiture avec sa sœur Carla quand quelqu'un a commencé à les suivre. Un soir, mon frère m'a emmené danser. Et sur le chemin du retour, il y avait un pick-up juste derrière nous. Il a commencé à faire des appels de phare. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Mon frère a dit, c'est Richard. Je lui ai demandé comment il le savait et il a dit, c'est pas la première fois. Ils étaient suivis par Richard Granados, au volant d'un pick-up Toyota. Il les poursuivait. Carla et Juan Carlos ont essayé de le semer, mais comme leur voiture était moins puissante, j'imagine qu'ils n'ont pas réussi à le distancer. J'avais peur, parce que mon frère essayait de le semer, et Richard continuait de nous poursuivre. Il y avait là une escalade très dangereuse. Cette rivalité débordait dans l'espace public. Les deux individus se sont livrés à une course-poursuite dans les rues sans aucun égard pour la sécurité de leurs concitoyens. Je me suis tournée vers mon frère et j'ai dit « Ramène-moi à la maison, je veux rentrer, j'ai peur ». J'étais terrifiée. Il conduisait extrêmement vite. Je pleurais tellement j'avais peur. Il nous a poursuivis jusque chez nous. Quand on est arrivé à la maison, ma mère tremblait. Elle nous a demandé ce qui se passait. Dehors, Richard continuait de nous provoquer. Il faisait des appels de phare vers la maison et il poussait le moteur dans les tours. Comme s'il allait rentrer dans la maison avec son pick-up. Et puis, par la vitre ouverte, il faisait un pistolet avec la main en disant « Sors, viens dehors, sors !» Mon frère a dit qu'il allait sortir. Alors je l'ai pris par les épaules et j'ai dit « Hors de question !» Après cet incident, toute cette poursuite, mon frère était très en colère. Parce qu'on avait vraiment été terrifiés. Il a dit « C'est la dernière fois que ça arrive, désolé ». Il voyait ça comme un manque de respect envers ma mère. Pour Juan Carlos, le responsable de cette escalade, c'est José Junior, car il a présenté Paula à son oncle Richard. Il a été chez José Junior pour lui dire que ça n'allait pas. Il y a eu une violente dispute. Cependant, le conflit dépasse maintenant largement l'amitié brisée des deux adolescents. Carla considère que Paula est la responsable de la querelle. Paula devient le soleil, au centre de toute l'affaire. Elle continuait à le chercher, à trouver des excuses pour rester en contact avec lui. Elle aurait dû laisser mon frère tranquille. J'étais très en colère contre elle. Je la rendais responsable de la situation. Je crois que pour elle, c'était un jeu pour voir si elle arrivait à attirer plus l'attention de Richard ou celle de mon frère. Carla décide de prendre les choses en main et d'aller voir Paula directement. Il était minuit. Moi et ma sœur, on était sur nos lits. On se racontait nos journées. Tout à coup, le téléphone a sonné et c'était elle, c'était Carla. Elle a dit « Je suis là, sors. On va se battre parce que tu as rompu avec mon frère. » Et j'ai dit « Tu sais quoi? Je m'en fiche. » Donc j'ai raccroché. Je ne pensais pas qu'elle était vraiment là. Mais cela ne fait qu'attiser la colère de Carla. Devant la maison, il y avait des bouteilles dans une glacière. Je crois que j'ai essayé d'en lancer sur elle. Tout ce que j'ai vu, c'était des éclats de verre qui volaient partout. J'ai allumé la lumière et la vitre était cassée. J'étais sous le choc. Je ne savais pas comment réagir.
J'ai eu un peu peur parce que ma sœur avait du sang sur le visage. Je lui ai demandé si ça allait. J'étais très en colère. Même si j'avais rompu avec Juan Carlos, ce n'était pas une raison de faire ça. J'en avais plus rien à faire. Je voulais qu'elle reste loin de nous. Pour moi, il n'y avait plus de réconciliation possible. Elle a dit qu'elle allait déposer une plainte à la police pour que je ne puisse plus m'approcher d'elle. On ne se sentait plus en sécurité. Elle connaissait notre adresse. Je ne la croyais pas capable de faire ça. Mais là, j'ai compris qu'elle pouvait aller jusque-là, et même au-delà. Donc, il fallait déménager. Lorsque Richard apprend l'incident du jet de bouteille, il décide de se venger de Carla un jour particulièrement important dans sa vie, celui de son mariage. Le jour de mon mariage, j'ai reçu un appel au sujet de Richard. Comme quoi, il comptait prendre les choses en main. Et vers la fin de la fête, ce soir-là, on a entendu des moteurs vrombir dans le jardin. Richard n'est pas venu seul. Il est accompagné de son frère aîné, José Senior. Ils n'étaient pas là pour adresser leurs vœux aux mariés. L'objectif était de crier des insultes, de causer de l'agitation et de mettre en colère la partie adverse. Il n'y avait rien de positif qui pouvait résulter de ces actes. J'avais tellement peur que je ne pensais même plus au mariage. On avait l'impression que Richard allait rentrer dans la maison avec son pick-up. Il voulait causer des dégâts d'une façon ou d'une autre. Parce que j'avais peur qu'il se passe quelque chose. Richard était dans son pick-up avec son frère, José Granados Senior. Encore une fois, il faisait des appels de phare. Il poussait le moteur et il criait à mon frère de sortir. J'ai dit à mon frère, si tu tiens à moi, ne sors pas. Il a dit, comme c'est ton mariage, d'accord. En fait, au départ, ce n'était qu'une simple dispute de lycée entre des anciens amis. Et ça a fini par mener à un énorme conflit entre deux familles. Carla et sa mère décident de réagir dans l'espoir de calmer la situation. J'ai discuté avec ma mère et elle a dit que ça serait une bonne chose pour nous d'aller vivre au Texas, pour laisser la situation se calmer. Pendant un moment, ça a marché parce que j'ai demandé à mon frère de changer de numéro. Je lui ai dit qu'il avait besoin d'oublier tout ça pour prendre un nouveau départ. Je pense que ça a duré environ 6 mois. La distance était une bonne chose, puisque cela permettait de garder les parties adverses physiquement séparées. Mais d'après certains témoignages, Paula est restée en contact avec Juan Carlos, en lui donnant peut-être espoir que leur relation reprenne à l'avenir. Elle n'arrêtait pas de lui envoyer des textos en disant qu'elle avait besoin de lui parler et qu'elle allait rompre avec Richard pour de bon. Elle avait besoin de son aide pour quitter Richard, parce qu'il devenait violent. Elle était victime de violences conjugales et elle était terrifiée par Richard. C'est un mensonge. Comment je pourrais vivre avec quelqu'un qui me traite mal? Ou avoir des enfants avec cette personne? Richard a appris que Paula avait envoyé des textos à mon frère. Donc dès qu'il l'a su, il a pu avoir le numéro pour l'appeler et recommencer toute la dispute. C'était un retour à la case départ. Et il a commencé à le menacer. Cependant, Paula conteste la version de Carla. Comment ça pourrait être possible? J'étais déjà enceinte de 7 mois. Je ne crois pas que j'avais le temps de jouer avec 2 hommes. C'est un mensonge. C'est faux. Carla voulait me rendre responsable des problèmes causés par Juan Carlos. Quelle que soit la vérité concernant les textos, les deux rivaux sont séparés par plus de 1500 km. Mais la situation va basculer à nouveau.
Après 1 an au Texas, Juan Carlos a commencé à dire qu'il voulait rentrer à Las Vegas. Ça ne me plaît pas vraiment ici. Mes amis me manquent. Est-ce qu'on peut rentrer à Las Vegas? On avait vu que la situation s'était calmée et qu'il était passé à autre chose. Donc on a pensé qu'on pouvait revenir. Le retour à Las Vegas a relancé tout le conflit. La dispute a repris exactement comme avant. Richard était toujours là, il habitait toujours à proximité. Donc c'était presque comme si le conflit ne s'était jamais arrêté. Le soir du 9 août 2009, Juan Carlos est sorti. Il était accompagné de 2 amis. Juan Carlos et ses amis ont bu. Ils ont été plusieurs fois dans des supérettes pour se réapprovisionner en alcool. Ils allaient dans un magasin appelé Circle K. Mais l'itinéraire les amenait pile devant la maison de Richard Granados. À chaque fois qu'ils passaient devant la maison, les 3 hommes criaient par la vitre de la voiture. Et ils jetaient des bouteilles de bière sur la maison. Richard et Paula dorment à point fermé et ils n'entendent pas l'agitation dehors. Au matin du 10 août, Juan Carlos et ses amis continuent de boire. Ils retournent à la supérette pour acheter de l'alcool. Au moment du dernier passage à la supérette pour continuer de boire, Juan Carlos et ses amis se retrouvent encore une fois devant la maison. Là, il est un peu plus de midi. Cette fois, Richard et Paula sont levés. La caméra de vidéosurveillance d'un voisin enregistre la scène. Plusieurs membres de la famille Granados sont devant la maison. Et cette fois, ils voient clairement Juan Carlos passer dans son pick-up accompagné de ses 2 amis. Richard est devant la maison avec son frère José Senior. Quant à Paula, elle observe de l'intérieur. J'ai vu Juan Carlos passer en voiture. Il a fait demi-tour et j'ai vu qu'il faisait des gestes avec les mains, comme s'il voulait se battre. Je savais qu'il allait se passer quelque chose. Et là, j'ai entendu des coups de feu. On est le 10 août 2009, vers 12h25 environ. La police de Las Vegas reçoit plusieurs appels signalant une fusillade devant une maison sur Edna Avenue. Il y a des blessés. Donc plusieurs agents de police sont envoyés sur place. Lorsque j'arrive sur la scène de crime, il y a beaucoup d'activités. Et c'est le bazar. Il y a des douilles de fusils de gros calibre par terre. Il y a des douilles de pistolets. Il y a un véhicule accidenté qui a percuté un mur. Il y a un individu décédé qui est toujours sur place. Et il y a une traînée de sang menant à un survivant. Ce que je vois au début, c'est cette destruction provoquée en quelques secondes. Donc quand je m'approche pour évaluer la situation, la première chose que je ressens, c'est de la tristesse. Parce que je savais que ça allait être un drame pour quelqu'un. Donc la tristesse vient en premier, avant que je puisse analyser la scène et les indices qui s'y trouvent. Il faut du temps pour reconstituer ce qu'il s'est passé. On pourrait dire pour rassembler les pièces du puzzle. Il faut partir de zéro et prendre en compte les pièces à conviction, les témoignages, tout ce qu'on trouve, ce qu'on voit, ce qu'on sent, tout ce qu'on ressent. C'est ça qui doit constituer la base de l'enquête. À ce moment-là, on a commencé à rassembler les éléments d'information pour savoir qui vivait à cette adresse sur Edna Avenue.
Il fallait établir l'identité des victimes et leur profil. J'ai vu Juan Carlos qui était affaissé dans le siège conducteur du pick-up bleu. Quelqu'un l'avait recouvert d'un drap blanc. En revanche, Richard Granados et José Senior avaient disparu, de même que leurs deux véhicules. On a immédiatement lancé un avis de recherche pour les individus armés ou les suspects. J'ai reçu un appel de mon père qui m'a dit que mon frère était décédé. Je me souviens que j'ai regardé ma mère et je n'ai pas eu besoin de parler. Elle a tout de suite compris. Elle m'a regardée, elle a dit « il est mort ». Et j'ai dit oui. Bon. Ce qu'ils m'ont pris, c'est une partie de ma vie. Ils ont détruit mon cœur. Ils m'ont enlevé le plus bel ange que j'avais. On ne connaissait toujours pas les détails de ce qu'il s'était passé. La police reconstitue le déroulement des événements en se basant sur les témoignages et des images de vidéosurveillance. Juan Carlos était accompagné de deux amis dans sa voiture, Paul Rodelo et César Sosa. Après le demi-tour pour repartir en direction de la maison de la famille Granados, le pick-up de Juan Carlos essuie des coups de feu, tirés par plusieurs individus armés devant la maison. Juan Carlos perd le contrôle du véhicule. Et le pick-up finit par percuter la clôture de la famille Granados. Juan Carlos est touché par les tirs, de même que le passager du milieu. Le véhicule rentre dans un mur en béton qui sépare le trottoir du jardin de la maison au 5086 Edna Avenue. Après les tirs des individus postés devant la maison, le troisième passager, César Sosa, comprend que le véhicule n'ira pas plus loin. Et il voit que ses deux amis semblent avoir perdu connaissance. Le véhicule essuie des tirs au niveau du pare-brise, de la cabine, des portes. César se cache sous le tableau de bord. Il sait qu'il doit prendre la fuite. César réussit à sortir du pick-up pour s'enfuir. Et de nouveau, il se fait tirer dessus. Il doit se cacher et s'abriter devant les entrées de différentes maisons. Il saigne de plusieurs plaies par balle et finit par enlever son t-shirt pour l'agiter au-dessus de sa tête. Il a besoin de soins médicaux et cherche à attirer l'attention du pilote de l'hélicoptère de la police qui vient d'arriver. En fin de compte, il a survécu. Richard et José. En fin de compte, il a survécu. Richard et José Senior prennent la fuite dans deux véhicules distincts. Juan Carlos et Paul Rodelo sont déclarés morts. L'incroyable violence de la scène, qui n'a duré que 13 secondes, peut aujourd'hui être révélée dans toute son horreur. En inspectant la scène de crime, on a trouvé 28 douilles, provenant de deux armes différentes. L'un des tireurs avait un pistolet de calibre 10-22 et l'autre un fusil d'assaut SKS. Le fusil SKS est une arme de guerre. C'est conçu pour ça. C'est à ça que ça sert. Il n'y a pas d'utilisation civile pour un fusil SKS de calibre 7 mm 62.
Les dégâts causés par cette arme sont presque indescriptibles. Les balles ont traversé le métal du pick-up de Juan Carlos en perforant tout sur leur passage. Le métal, les portes, les panneaux des portes, les sièges. Après avoir traversé le pick-up, des balles ont touché la maison du voisin. C'est une arme dévastatrice. J'étais dans ma chambre avec ma fille. La porte était fermée à clé. Tout s'est passé très vite. Les forces spéciales sont venues chez nous. La seule chose que j'ai vue, c'est une lumière sous la porte. Là, je me suis dit, OK. Ils arrivent. Ils m'ont posé beaucoup de questions. Ils m'ont emmené sur la scène de crime. Ils voulaient que je voie tout. Ils ont demandé où était Richard. Je ne savais pas quoi penser. Ils ont dit que c'était Richard qui avait fait ça. J'étais sous le choc. Tout était flou. Je ne veux pas pleurer, c'est juste les souvenirs. Paula est interrogée, mais pas mise en examen. Quant à Richard et son frère José Senior, ils restent introuvables. Ils étaient considérés comme armés et dangereux. On a assemblé une force de police très importante. Il y avait une 60aine d'hommes appartenant aux agences fédérales, à la police de l'État et à celle de plusieurs villes. Je leur ai fait un compte-rendu de notre enquête pour homicide en expliquant ce qu'ils avaient fait et ce dont ils étaient capables. Le procureur a organisé une opération titanesque, probablement la plus importante de ma carrière. C'était comme une opération militaire à petite échelle. On ne perdait pas de vue l'idée que 2 meurtriers étaient en fuite. Et on faisait le maximum pour tenter de les retrouver, de les contacter et de les arrêter. Un mois après le meurtre de Juan Carlos Benitez et Paul Rodello, Richard et son frère José Senior sont toujours en fuite. Les inspecteurs reçoivent alors des informations selon lesquelles José Senior se cacherait dans les montagnes de l'Utah. On a appris qu'il avait très probablement une plantation de cannabis illégale dans une forêt nationale. À ce moment-là, l'officier Sanborn et moi, on s'est préparés à partir dans l'Utah. Pour un enquêteur, ce n'est jamais simple de traquer un suspect dans un autre État. L'opération de police était titanesque. J'ai utilisé toutes les ressources disponibles, mais c'était loin d'être simple. Il a fallu beaucoup de détermination et de travail d'équipe. Cette juridiction recouvre des zones sauvages et isolées. Et je dois saluer la collaboration des agences fédérales, de la police de l'État et des forces locales. Tout le monde a fait corps pour donner le maximum et nous soutenir à 110%. C'est la fraternité des forces de l'ordre. Et il y a eu une conjonction d'éléments favorables. On a coordonné l'opération et on a utilisé un hélicoptère pour emmener plusieurs agents des forces spéciales. Ce détachement d'unités tactiques a été déposé au sommet d'une montagne boisée. Et il s'est avéré que José Senior se trouvait justement pile à cet endroit-là. L'enquêteur m'a appelé pour dire qu'ils avaient retrouvé José Senior. Ça nous a permis de tourner un peu la page. Mais on était toujours inquiets, parce que la personne dont la capture comptait le plus pour nous, c'était Richard. Plus de 3 semaines plus tard, Carla reçoit un autre appel de l'enquêteur chargé de la traque. On s'apprêtait à aller fleurir la tombe de mon frère au cimetière quand l'enquêteur a appelé. Il a dit « Vous n'avez plus besoin d'avoir peur ». Ce sont les mots qu'il a utilisés.
Je savais ce que ça voulait dire. Ils avaient retrouvé Richard. Je me suis effondrée. Quand il a dit ça, je me souviens que j'ai levé les yeux au ciel et j'ai commencé à pleurer. Ma mère m'a regardée, elle a dit « Ils l'ont retrouvé ?» Et j'ai dit oui. Être dans l'appartement de son frère, et c'était le cas. Heureusement, il a été arrêté. Richard et son frère José Senior passent en jugement le 9 décembre 2015. Au tribunal, Paula et Carla se font face. Au procès, j'ai fait de mon mieux pour éviter de regarder Paula, parce qu'elle est venue au tribunal en jouant l'épouse dévouée qui soutenait Richard, alors qu'elle savait ce qu'elle avait fait. D'après plusieurs témoins, Paula avait manipulé les deux hommes. Elle rompait avec l'un, puis contactait l'autre, et vice-versa. Je n'oublierai jamais l'expression de Richard au procès, quand Paula a dû admettre que c'était elle qui avait envoyé des textos à mon frère pour lui demander de l'aide. Je crois que c'est la seule petite satisfaction que j'ai eue. Le voir prendre conscience du fait que la réalité, ce n'était pas du tout ce qu'il avait imaginé. Même devant le juge, Paula et Carla continuent de donner des versions différentes. Donc malgré les accusations, aucune preuve ne vient confirmer le témoignage de Carla, selon lequel Paula avait envoyé des textos à Juan Carlos. En fait, je ne me souviens pas d'avoir envoyé des textos à Juan Carlos. J'ai dit, bon, vous avez des preuves de ce que vous dites? Il faut me les montrer. Et il a changé sa question. Il a dit, ce n'est pas ça la question que je vous ai posée. Et voilà, il n'y avait pas de preuves. Il ne m'a rien montré du tout. Et je n'ai pas eu l'occasion de donner ma version des événements. Richard dit avoir agi en légitime défense. C'était plus ou moins sa position. Il disait qu'il s'était cru en danger. La légitime défense, ce n'était pas réaliste. On n'avait pas retrouvé d'armes dans le véhicule de la victime. Et les tirs ont commencé presque immédiatement, dès que Juan Carlos a fait demi-tour. Cela indiquait d'après moi que Richard et José Senior savaient parfaitement ce qu'ils faisaient. Le véhicule n'était pas en train d'accélérer vers la maison pour écraser tout le monde. Pour le double meurtre, Richard Granados est condamné à la perpétuité avec une peine minimale de 50 ans. Son frère José Senior plaide coupable aux 2 accusations d'homicide volontaire avec utilisation d'une arme mortelle. Si Richard et José Senior sont désormais incarcérés, la querelle n'est pas terminée. Loin de là. Non, ce n'est pas fini. Des années après l'incident, je faisais du shopping et tout à coup, j'ai vu Carla. C'est là que tout s'est passé. Elle m'a vue et elle s'est jetée sur moi. Elle a commencé à crier « T'es une meurtrière, t'as tué mon frère !» Je me souviens que je n'ai pas pu me retenir. J'étais tellement en colère. Je l'ai attrapée par les cheveux et j'ai tiré. Elle répétait « J'ai rien fait !» Et elle n'arrêtait pas de crier. Je suis en colère quand je la vois. Elle ne devrait pas pouvoir profiter de la vie, sortir et s'amuser, après tout le mal qu'elle a fait. Ça me met toujours en colère de penser qu'elle est en liberté, alors que mon frère est mort à cause d'elle. Je l'ai toujours dit. Elle a aggravé la situation. Elle devrait être punie, elle aussi. Je déteste Carla. Autant qu'elle, elle me déteste. Carla a gâché ma vie. Je préfère rester seule. Je ne sors pas beaucoup. Ma vie a basculé à cause de ce qu'il s'est passé.
On vit dans la même ville. Et à chaque fois qu'elle me voit quelque part, elle veut se battre. Ou alors elle me menace. Donc ça finira mal. On ne sait jamais. La dernière fois que je m'en suis pris à elle physiquement, c'était chaud. J'ai fait une promesse à ma mère. Elle m'a parlé et elle a dit « Je ne veux pas que l'histoire se répète. » En tant qu'être humain, en tant que mère, je voudrais dire quelque chose à Paula. Un jour, tôt ou tard, la justice de Dieu va s'abattre sur toi. Un jour, tu regretteras. Tu vas pleurer comme moi j'ai pleuré. Et ce ne sera pas à cause de moi, ni des mains de ma famille. Ce sera la main de Dieu. Et toi, Ricardo, jamais je ne pourrai te pardonner. Dieu sait ce que tu as détruit. Toi et elle. Toi et elle. On aura toujours le sentiment que ce n'est pas terminé. Mais je sais que ce n'est pas sain pour moi de garder cette rancune. Notre famille ne continuera pas d'entretenir cette vendetta à laquelle il se livre contre nous. On disait toujours que rien ne pourrait nous séparer, quoi qu'il arrive. Et que même si l'un d'entre nous n'était plus là, on aurait toujours ces instants où on sent que l'autre veille sur nous. On avait un lien très fort et où qu'il soit maintenant, il reste à mes côtés. Je sens toujours sa présence. Je sens qu'il est toujours à mes côtés.